On pourrait croire qu'il est difficile d'être psychologue à différents endroits du monde. Pourtant, le parcours de Justine nous prouve bien le contraire. En effet, elle est multi-expatriée avec de nombreuses destinations à son actif, Vietnam, Outre-mer, etc. Lors de cet épisode, elle nous explique comment elle a su découvrir et saisir toutes ces opportunités. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Bonjour Justine, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Merci aussi de ta présence aujourd'hui pour cet épisode. J'ai vraiment très hâte d'entendre ton riche parcours. Est-ce que peut-être pour débuter, tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Justine, je suis psychologue clinicienne, formée en psychologie interculturelle, et j'ai un parcours assez centré sur l'expatriation puisque euh, j'ai j'ai été diplômée en 2018 et j'ai tout de suite commencé à voyager et à travailler à l'étranger. Trop cool, effectivement, tu es même multiple expatrié, si je puis dire, puisqu'il y a plusieurs destinations que tu as traversées, ce qui a dû demander donc beaucoup d'adaptations professionnelles. Peut-être si on commence un petit peu sur la genèse de ton parcours, qu'est-ce qui fait que toi, tu as voulu t'expatrier très rapidement en fait après ton diplôme? Alors initialement, c'est parti d'une vraiment une curiosité des cultures de manière générale, des gens, des différences, des langages aussi. J'ai commencé à voyager avant d'être diplômée. J'ai fait des stages à l'étranger avant d'avoir mon diplôme, ce qui m'a mené ensuite vers le parcours, le master 2 en psychologie interculturelle. Et donc ensuite, c'était un petit peu la voie logique, on va dire. Disons, quand on se forme en psychologie interculturelle, on est formé à cette sensibilité-là, à la psychologie à travers les cultures, à travers différents pays, différents langages, différents systèmes de croyances. Euh, et donc, c'est soit on décide de rester en France ou dans le pays dans lequel on est diplômé pour travailler avec des cultures, des personnes en parcours migratoire ou ce genre de choses. Ou alors on décide, nous, d'être l'expatrié et le psychologue expatrié avec ce bagage-là interculturel. Et donc moi, j'ai choisi plutôt le côté expatriation et expérimenter ça pour pouvoir mieux accompagner mes patients dans ces démarches. Trop bien. Effectivement, c'est toi qui allais à la rencontre pour le coup d'autres cultures. C'est toi qui es sorti de ta zone de confort et qui a rencontré en fait une patientèle différente de ta culture à toi. Quelle était ta première destination d'expatriation? Alors toute première destination, ça a été le Togo pour un stage. C'était du court terme, je sais pas si on peut appeler ça vraiment de l'expatriation. Je suis partie quelques mois pour le gros stage professionnalisant de Master 1. Et ensuite, rentrer en France pour finir donc le Master 1, le Master 2. Et ensuite, je suis partie en Israël pour un an. Donc ça a Pourquoi cette été. destination? Alors, j'ai toujours été. Pour le Togo, c'était vraiment un choix. J'ai toujours un peu ressenti cette curiosité et cet appel pour l'Afrique et les cultures africaines. Donc le Togo, ça a été, comment dire, ma, un petit peu moi qui ai déclenché pour les autres destinations, donc Israël et puis les destinations qui ont suivi ensuite. Il y a eu un truc un peu d'opportunisme finalement, je vois un peu où je trouve du travail et puis j'y vais et je vais où le vent me porte. Donc Israël, ça s'est fait comme ça. J'ai trouvé une mission dans un centre pour adultes handicapés au nord du pays. Et donc, j'ai fait mes valises et je suis partie. Je connais pas particulièrement cette destination, mais j'imagine c'est quand même une destination qui est assez différente, qui demande beaucoup d'adaptation au niveau du climat politique, etc. Tu commences pas par la destination la plus stable, on dirait, non? Mes parents seraient d'accord avec toi. Oui, en effet. Après, donc, évidemment, en tant que psychologue, il y a des besoins partout, mais quand on est dans des démarches d'arriver en tant que psychologue à l'étranger, on est aussi en général, enfin, les demandes sont en général dans des pays
où la situation va être instable, où il y a potentiellement du trauma, enfin en tout cas des endroits où c'est un peu plus compliqué de recruter, de trouver des psychologues ou même après plus tard j'ai été dans d'autres endroits où c'était carrément compliqué d'avoir des psychologues sur place parce que pas forcément d'université ou ce genre de choses. Et donc il y a un côté quand même, en tout cas moi dans mon parcours, il y avait un côté, oui les pays dans lesquels j'ai été n'étaient pas toujours, enfin pouvaient avoir un peu de l'insécurité. C'était pas forcément toujours des pays attractifs en fait. Ok. C'est un peu Ok, l'idée. je comprends. Puis c'est tout à ton honneur parce que effectivement, j'imagine c'est là où il y a moins de professionnels qui vont justement faire cette démarche d'expatriation. Puis est-ce que tu pratiquais donc en Israël en français? Alors un petit peu en français, en anglais pas mal, et j'ai appris un petit peu l'hébreu, mais c'était vraiment pas suffisant pour pouvoir pratiquer. Mais ouais, français et anglais en fait, de manière générale, c'est un assez bon mix à travers le monde. Donc ouais, c'est une chance. Puis toi, tu savais déjà parler anglais couramment avant de partir ou tu t'es professionnalisé réellement en anglais une fois ton arrivée en Israël? Ouais, ça a plutôt été au fur et à mesure des expériences que niveau d'anglais, c'est vraiment professionnalisé. Et même si j'avais un anglais conversationnel correct avant, euh, mais qui est vraiment devenu beaucoup plus professionnel et ouais, professionnalisé Ok. exactement. Oui, parce que effectivement, notre métier, bon, c'est la langue, notre outil principal. Donc, j'entends que ça fait beaucoup peur à des psychologues de s'expatrier dans des Bien pays sûr. anglophones ou tout simplement pas francophones, de par la barrière de la langue, etc. Mais donc, toi, ce que tu mentionnes, c'est que tu as quand même passé le pas et justement, le fait d'avoir été exposé à diverses situations, ça a pu te permettre de passer à un niveau, on va dire, un peu plus précis pour notre et adapté à notre métier. Exactement, ouais. Et je dirais ce qui est important aussi, c'est de, de mettre les pieds dans le plat avec une curiosité et avec une envie d'apprendre. Parce que c'est vrai que même si on parle français et anglais et que les gens autour parlent français ou anglais, dans des pays où c'est pas les langues maternelles, finalement, ça reste un langage étranger. Donc il faut aussi, enfin moi j'ai vu dans mes pratiques que c'était aussi super important d'apprendre les langues locales, même ne serait-ce qu'un petit peu, pour comprendre les spécificités et comprendre un petit peu comment le psychisme se raconte finalement à travers le Ok, langage. trop intéressant. T'es resté combien de temps dans cet emploi en Israël? J'ai fait un an en Israël. Ok, puis ça t'a plu? Qu'est-ce qui fait que voilà, ça s'est terminé au bout d'un an? Un contrat, une sorte de mission d'un an. C'était la fin de la mission. Ça m'a beaucoup plu. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait les démarches pour essayer d'y rester. J'avais écrit à l'ambassade en proposant un projet d'accompagnement pour les. Enfin, en fait, il faut savoir qu'en Israël, donc il y a tout le contexte géopolitique et il y a aussi en tout cas. À l'époque où j'y étais, je sais pas, peut-être maintenant ça a changé, mais il y avait aussi une volonté de faire venir les personnes dans le pays, les personnes d'origine juive, et donc, il y avait beaucoup d'aides qui étaient financées pour faire venir des personnes à travers le monde, des personnes juives à travers le monde, pour s'installer en Israël, ce qu'on appelle faire l'Alia. Euh, et donc, moi, en parlant un petit peu avec ces gens-là qui étaient des expats et qui revenaient un petit peu connectés avec leurs racines religieuses, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à s'adapter en arrivant en Israël et qui finalement, après quelques années, retournaient dans leur pays. Donc, partant de ce constat, j'avais proposé aux ambassades d'essayer de mettre en place un programme ou quelque chose autour de ça avec ma formation en psychologie interculturelle. Ça n'a pas été possible, mais voilà, je dirais que il y a aussi un côté un peu, il faut aller frapper aux portes finalement, et il faut avoir le culot, il faut se prendre des fois des lapins, des râteaux, pas de réponse. Mais voilà, il y a un côté un peu proactif aussi qui m'a toujours beaucoup aidé dans mon parcours. Il faut prendre sa place finalement. Il y a personne qui t'attend. C'est à toi d'essayer de Exactement. creuser un petit peu ta place, surtout dans des pays comme tu dis où peut-être la santé psychologique c'est pas forcément le domaine là qui est le plus investi financièrement au niveau politique ou autre, parce que voilà il y a tellement d'autres choses qui se passent. Je comprends tout à fait. Donc j'imagine ça a dû quand même être une décision importante de partir, de quitter le pays, parce que donc tu as quitté le pays pour aller vers... Ensuite, je me suis installée à Mayotte.
Enfin, je suis repassée Ok. quelques mois en France métropolitaine et je me suis installée à Mayotte. Comment ça a été cette transition? Plutôt fluide. Alors Mayotte, c'est un peu différent parce que c'est un département français depuis 2011. Donc là aussi, on a un contexte géopolitique un petit peu spécial. C'est la France, mais dans le quotidien, dans ce qu'on vit, dans la vie vraiment sur l'île, je me suis retrouvée dans énormément de choses que j'avais vues au Togo. C'est beaucoup plus proche du Togo que de la France, par exemple. Euh, donc la transition a été assez fluide parce que je retrouvais ce contact à la terre africaine. Euh, et là, pour le coup, il n'y avait pas la barrière de la langue parce que, on va dire, 60 à 70% de la population parle français. L'école est en français. Tout se fait en français finalement. Donc là, ouais, c'était très fluide. Ok, effectivement. Donc là, c'était plus facile pour toi au niveau de ton emploi, justement. T'as trouvé facilement? Où est-ce que t'as exercé? Ouais, alors typiquement Mayotte, ça fait partie des endroits où les besoins en psychologue sont nombreux. Donc d'ailleurs, s'il y a des psychologues curieux d'aventure qui nous écoutent et qui ont envie d'aller découvrir une magnifique île dans l'océan Indien, je vous conseille de postuler à Mayotte. Et donc j'ai oublié ta Ah, c'est correct. Donc, quel était ouais. ton emploi? Donc moi, je suis arrivée, j'ai postulé dans plusieurs associations et j'ai été recrutée par une association d'aide aux victimes qui fait partie du groupe SOS France Victimes et qui donc m'a recrutée et m'a fait venir à Mayotte. Donc encore une fois, c'était pas à la base, enfin moi j'avais pas jamais entendu parler de Mayotte, je pense. Je savais vaguement que c'était situé vers Madagascar, par là-bas, mais avant d'y mettre les pieds, je connaissais pas grand-chose sur l'île. Euh, et donc, c'est l'occasion qui a fait que j'ai été là-bas. Donc, d'abord en tant que psychologue en aide aux victimes. Et puis après, j'y suis restée 4 années, donc mon parcours a un peu évolué. Je suis retournée un petit peu dans le domaine du handicap. Et puis, j'ai été un petit peu psychologue scolaire aussi. Ah oui, donc t'es resté, tu t'es vraiment établi, on va dire, plus long terme. C'est Ouais. parce que tu avais vraiment apprécié cette destination que tu as voulu rester aussi longtemps? Ouais, Mayotte, c'est une destination qui m'a vraiment convenu. Euh, et puis, je pense qu'on y reviendra, mais ce qui est important aussi pour se sentir bien en expatriation, c'est le réseau et la communauté qu'on peut créer autour de nous. Et c'est vrai que moi, très rapidement, j'ai trouvé ça à Mayotte. Euh, donc c'est un petit peu la raison qui m'a fait rester finalement. J'ai trouvé ma famille loin de la France métropolitaine et donc j'ai décidé de m'y installer quelques années. Après, ça s'est pas fait. Je me suis pas dit en posant mes valises, ok, je vais rester X nombre d'années. À la base, je comptais rester un an et demi, voir un petit peu, et puis continuer mon chemin et faire d'autres expériences ailleurs. Mais mais voilà, finalement, la communauté sur place m'a fait rester. Ok, une surprise de la vie. C'est ça. Puis justement, tu disais que t'encourageais voilà, les psychologues aventureux de éventuellement postuler à Mayotte parce qu'il y a beaucoup de besoins. Ça ressemble à quoi un petit peu les conditions de travail qu'on propose à Mayotte pour notre métier? Alors, c'est des conditions qui sont, en termes de contrat de travail, etc., qui sont françaises parce que c'est des contrats français, des CDI, des CDD, des 35 heures, avec une majoration, je sais pas si... Enfin, dans les dom-toms, il y a des majorations qui sont des sortes de primes de vie chère puisque la plupart de nos dom-toms sont des îles et donc qui dit île dit évidemment la vie est plus chère. Donc à Mayotte, les salaires sont à peu près 2 fois plus élevés qu'en France métropolitaine, des primes et 40% de majoration vie chère. Donc c'est des conditions de travail qui sont très correctes en termes de conditions financières. Après, en termes de conditions pratiques et cliniques, je pense que c'est la meilleure école pour des jeunes psychologues. C'est une île très riche, très variée, euh, beaucoup d'immigration de beaucoup de pays et de cultures différentes, un melting pot aussi de langages.
et de problématiques psychologiques ouais, très variées également. Et est-ce que la vie sur place, donc je pense notamment au loyer, peut-être également aussi la nourriture, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus cher? Parce que le salaire est 2 fois plus élevé, mais est-ce que réellement tu peux t'y retrouver quand même? C'est pas 2 fois plus cher. Tu t'y Ok. retrouves largement. Les salaires essayent aussi d'être attractifs pour faire venir des professionnels et pas parce que la vie est si chère que ça. Oui, la vie est un peu plus chère qu'en France. Si on veut acheter un camembert, je sais pas à quel prix c'est en France aujourd'hui. À Mayotte, ce sera facilement 9-10 euros, je pense. Les yaourts, pareil. Enfin voilà, il y a un certain nombre de produits. Voilà, si on veut vivre à la française, France métropolitaine, ça coûte un peu plus cher, évidemment. Après, à côté de ça, ce qui va coûter cher, ça va être les activités nautiques, par exemple. Mais il y a un lagon incroyable à Mayotte qui fait que c'est possible d'aller plonger quasiment tous les jours, de faire du wakeboard, de faire. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui qui permettent vraiment enfin, qui vont être dans les dépenses, mais qui sont, à mon sens, des dépenses qui valent le coup, entre guillemets. Enfin, c'est jugement de valeur, mais c'est en tout cas, ouais, mon approche. Après, évidemment, il faut aussi prendre en compte les billets d'avion pour rentrer voir la famille de temps en temps, qui sont évidemment aussi pas donnés. Mais non, tout est pour tout. Si on fait la balance, c'est quand même des conditions financières qui sont assez bonnes. Ok. Puis effectivement, comme dans toute expatriation, hein, les billets d'avion, c'est une dépense importante quoi qu'il arrive. Si tu veux Ouais, manger comme en France métropolitaine, bon bah c'est sûr que ça va te coûter 2 fois plus cher. Et là, ce que tu mentionnes, c'est qu'il y a des expériences de vie que tu n'auras pas à Paris, par exemple, qui font en sorte, j'imagine, que la balance effectivement est bien plus favorable. En tout cas pour une période, toi, la période que tu as vécue là-bas, là, que chaque besoin est différent. C'est super intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Donc, qu'est-ce qui fait que t'es partie? Parce que ça a l'air vraiment, ça a l'air super nice. Qu'est-ce qui fait que t'es partie à un moment donné? Est-ce que tu t'ennuyais? Parce que je vois que t'es alors, une globe trotteuse, alors je me permets. m'ennuyer, non, mais j'avais quand même envie de voir autre chose, en effet. Et c'est une île où il y a quand même beaucoup de turnover. Et donc, au bout de 4 années, cette communauté que j'avais créée au tout début, c'était un petit peu délité. Les gens étaient partis à droite, à gauche. Et donc, j'avais envie, moi aussi, d'aller voir autre chose. Et en regardant un petit peu sur Internet, j'ai vu une mission au Vietnam. Je me suis dit, bon. En fait, j'ai vu une mission au Vietnam qui était l'année précédente. Donc, elle était finie au moment où je l'ai vue. Je me suis dit, bon, ça a l'air cool quand même. Je vais tenter d'écrire et puis on verra. Donc, j'écris et j'ai une réponse en me disant, bah, on a une psychologue en poste, ça se passe bien avec elle, etc. Mais si elle ne continue pas son contrat, enfin, si elle ne renouvelle pas à la fin de son contrat, on te contactera. Et 6 mois après, j'étais contactée pour partir en mission au Vietnam. Donc, donc moi qui avais beaucoup voyagé plutôt en Afrique et jamais en Asie, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais. Et donc, je suis partie au Vietnam. Waouh, et c'est fou. Puis, quelle était la mission? C'était une mission, alors c'est un VSI, volontariat de solidarité internationale. Donc, volontariat français, sous contrat français, avec la sécurité sociale qui est prise en charge, quelque chose d'assez sécurisé et sécurisant. Et c'était dans les écoles, c'était une cellule d'écoute jeunesse dans les écoles françaises et internationales de Ho Chi Minh, au sud du Vietnam. Ok, ok, trop bien. Donc, toi, tu pratiquais dans les écoles ou est-ce que vu que c'était une cellule d'écoute, je sais pas, t'avais accès à différents moyens de communication avec diverses écoles en même temps? En fait, c'était un partenariat entre les 4 écoles françaises qui étaient basées à Ho Chi Minh et qui sont mises ensemble pour pouvoir financer un poste de psychologue. Et donc, c'était un jour de permanence par école et une journée plus pour tout ce qui est gestion de l'administratif, création des formations pour les enseignants ou des cafés parents ou de ce genre de choses. Donc c'était Ok, un poste assez mobile, mais du coup chaque jour j'étais dans une école. ok. Puis c'était des écoles, donc des enfants de quelle tranche d'âge? C'était même de la crèche jusqu'en terminale. Donc Waouh, donc tu avais vraiment vraiment un beau panel, hein. ouais, c'est ça. Ok, ok. Puis toi, t'avais de l'expérience avec la petite enfance, parce que la crèche, effectivement, c'est pas la même clinique qu'avec des Bien adolescents. sûr. Alors en crèche, non, j'avais jamais pratiqué avec des enfants aussi petits.
Finalement, c'est plus. Enfin, moi, je me suis retrouvée en crèche plus dans de l'accompagnement parental et puis du réseau avec les différents professionnels qui étaient déjà en prise en charge, les pédiatres, etc. Euh, et par contre, avec les enfants, bah, j'avais déjà été psychologue scolaire à Mayotte, donc oui, j'avais une idée quand même de la clinique du développement et les ados également. C'était une expérience qui faisait pas mal de sens, qui regroupe un peu tout, puis qui t'a ajouté, en plus de ça, la petite enfance, puis le coaching parental. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ça au Québec, l'accompagnement parental, peu importe. Ouais. Comment c'était, donc attends, parce que là, tu as déménagé au Vietnam. Comment était cette transition? Mes transitions sont toujours un peu les mêmes finalement. En général, j'essaye de repasser un mois ou deux en France entre deux contrats, l'histoire de prendre le temps aussi de voir la famille, de voir les petits frères qui grandissent. Enfin, je trouve que ça, c'est une des choses aussi un petit peu difficiles dans l'expatriation, d'être loin de la famille et des gens qu'on aime. Donc, mes transitions sont toujours un peu passées comme ça. J'essaye de prendre du temps pour me ressourcer et puis je repars. Euh, donc là, la transition pour le Vietnam, donc comme c'était un VSI, le billet d'avion était pris en charge depuis Paris, donc de toute façon, il fallait que je rentre en France. Euh, et voilà, sur place, j'ai été très bien accueillie. Enfin, quand on est dans un cadre de volontariat comme ça, il y a toute une structure qui est mise en place autour. Donc, il y a des séminaires de préparation à l'envoi, des séminaires de retour, ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment c'est une expatriation comme dans des chaussons presque. Finalement, si on a des questions, on a les personnes vers qui se tourner. Enfin voilà, on a une liste de contacts déjà dès le début. Euh, je trouve que c'est vraiment ouais une façon ouais facile et sécurisante finalement de s'expatrier, passer par un volontariat comme ça, un VSI ou Ok. un service civique ou. Puis à la sortie de l'aéroport, juste pour avoir une idée, est-ce que tu es attendu finalement ou est-ce que tu dois te rendre, je sais pas, à l'école 2, 3 jours après pour réellement rencontrer les personnes ressources? Non, cette fois-ci, alors ça dépend, hein, mais en tout cas sur ma mission au Vietnam, j'étais attendue, j'ai été accueillie. Waouh. Ouais, et en fait, il y avait un référent psychologue sur place qui a monté. En fait, c'est deux personnes qui ont monté euh, cette cellule d'écoute. Donc, Raimé et Mathieu, ils se reconnaîtront s'ils entendent ce podcast. Et donc Raimé qui était dans l'aspect financier administratif et Mathieu qui était le référent psychologue. Donc qui lui faisait le lien plutôt clinique avec les structures, etc. Donc qui m'a accueilli à l'aéroport et puis qui m'a suivi les premiers jours pour faire le tour de présentation des écoles, des différentes directions pédagogiques, etc. Donc effectivement, c'est très sécurisant comme cadre. Oui, Je veux dire qu'on t'attende à l'aéroport, franchement, absolument. Oui. c'est super soutenant, c'est top. Puis toi, est-ce que au niveau des conditions de travail, tu sais, ça ressemble à quoi pour des personnes peut-être qui nous écoutent, qui aimeraient s'orienter vers ce type de contrat? C'est un contrat à durée déterminée, j'imagine. C'est quoi un petit peu les conditions de travail, le salaire, etc. Alors en général, oui, c'est des CDD, mais des CDD qui sont renouvelables. Je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, le VSI, c'est jusqu'à 3 ans, il me semble, ou 5 ans, je sais plus. Mais c'est quelque chose qu'on peut renouveler. Euh, donc en CDD et ça reste du volontariat. Donc c'est des salaires qui sont en fait ça dépend où est-ce qu'on fait le VSI. Si on fait le VSI dans un pays où comme le Vietnam par exemple où les salaires sont euh, moins élevés qu'en France, 1300 enfin entre 1000 et 1400 euros on va dire de salaire par mois sont largement suffisants pour vivre. Après si on Bien fait un sûr. VSI un VSI en France, enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais un VSI dans un pays où la vie est beaucoup plus chère, j'imagine que ça peut être un petit peu compliqué. Mais toi, tu t'es retrouvé justement toujours dans cette balance un petit peu d'équilibre. Tu t'es retrouvé, tu avais de quoi quand même être valorisé, on va dire, professionnellement de par cette expérience sur le plan Oui. financier. Ok, ok, super intéressant. Puis au niveau
Donc, t'étais pas forcément en contact alors avec des personnes locales dans le cadre de ton travail? Alors, dans les écoles internationales, il y avait quand même 30 à 40% des enfants qui étaient vietnamiens. Mais par contre, en effet, ça reste des écoles privées, des écoles assez chères. Donc, c'était une tranche pas forcément représentative de la population ou une tranche aussi des enfants qui étaient accueillis dans ces écoles-là, qui étaient des boursiers français, parce que le Vietnam a un passé colonial et donc des Français qui sont restés sur place, qui ont construit des familles, qui ont fait des enfants, et donc ces enfants qui ont la double nationalité et donc accès aux bourses françaises. Donc ils pouvaient aller à l'école française et internationale gratuitement. Donc finalement, enfin le public était vraiment très varié. Donc des expats français, des expats internationaux, et puis des locaux, des enfants locaux de familles plutôt aisées, et des enfants locaux de familles à l'opposé, pas vraiment aisées, mais qui touchent les bourses et qui espéraient donner toute leur chance à leurs enfants en les mettant à l'école française internationale. Ok, super intéressant. Puis comment toi, t'as apprécié cette expérience? Comment c'était au niveau professionnel pour toi? Ça a été une expérience vraiment très riche. Déjà de par la flexibilité de la mission finalement. Euh, je ne sais pas si tous les VIC sont comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'arriver sur une mission où j'avais un peu carte blanche, dans le sens où, enfin voilà, moi je suis proactive, j'aime proposer des choses, j'aime me former, former les gens, transmettre, etc. Et ça a tout de suite été très bien reçu. J'ai pu mettre en place plein d'ateliers, des conférences, des réunions, enfin des formations pour les enseignants, des choses comme ça, en plus, en parallèle de l'accompagnement au quotidien avec les enfants et avec les familles. Donc ça, c'était vraiment cool d'avoir cette flexibilité et cette confiance finalement, parce que ça prouve ça veut dire qu'ils m'ont fait confiance et je les remercie pour ça. Euh, et puis bah là, vraiment en plein dans l'aspect interculturel, parce que ce soit les familles mixtes, donc les enfants bénéficiaires des bourses avec donc en général un papa français et une maman vietnamienne, avec des conflits interculturels au sein de la famille, ou des enfants qui sont dans des parcours d'expatriation depuis toujours quasiment et qui sont déracinés parce que maman ou papa sont PDG ou je ne sais quoi et qu'ils ont besoin de bouger régulièrement. La clinique était vraiment très variée, très riche, et c'était vraiment une mission appréciable. Et ça a l'air, effectivement, ça a l'air super intéressant. Mais au niveau clinique, j'ai une question, je peux pas m'empêcher de la poser. Mhm. C'est vrai que quelle est en fait la difficulté principale, si tu peux en nommer qu'une, que rencontrent pardon, excuse-moi, que rencontrent les enfants multi-expatriés, donc qui suivent en fait leurs parents de par l'expatriation de leurs parents et que c'est pas réellement leur choix, mais qui doivent quand même suivre un petit peu la route de la famille. Mm. Ouais, en effet, ce serait compliqué d'en nommer qu'une seule. Et surtout que moi, dans ma clinique au Vietnam, il y a ce côté expatriation et il y avait aussi encore les résultats, les redescentes, on va dire, du Covid qui impactait énormément les enfants. Dans le sens où finalement c'était 3 ans après le Covid, 3 ans après vraiment la période de confinement où tout le monde restait à la maison, et donc beaucoup d'enfants qui ont développé des troubles suite à ça, des troubles anxieux ou des troubles même sociaux avec les amis, ou même pour les plus jeunes carrément des retards de développement parce que Moins de du coup stimulation. voilà, exactement. Les écrans qui ont un peu pris le relais sur la socialisation. Et donc, beaucoup de difficultés enfin, en tout cas, moi, dans mon année, j'ai fait 1 an sur cette mission sur la cellule d'écoute. Sur mon année au sein de la cellule,
finalement, le pattern que je voyais revenir, c'était pas tant un pattern en termes de les enfants dans le process d'expatrier, mais plutôt les enfants en post-Covid et l'impact sur leur santé mentale. Ok, donc effectivement, c'était quand même un timing où il y avait cet enjeu-là qui prenait beaucoup plus de place à ce moment-là. En plus, j'imagine, hein, je sais pas si c'est vraiment juste moi ce que j'ai pu voir à travers les médias, mais en Asie, voilà, il y avait quand même un Covid avec des règles beaucoup plus strictes que parfois en Occident. Je sais pas si ça a été aussi une lourdeur plus importante selon toi. Oui, je pense que ça y a beaucoup joué. Enfin, moi, j'ai pas vécu le Covid au Vietnam, je l'ai vécu à Mayotte. Pour le coup, c'était assez flexible, il n'y a pas eu trop de soucis où moi je l'ai vécu. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages et de retours d'expérience du Covid au Vietnam où ça a été en effet très, très mal vécu par une grosse majorité de la population avec des, comment dire, des décisions politiques très strictes finalement. Et au Vietnam, on s'amuse pas trop à aller à À l'encontre jouer de avec la les loi ou règles. du gouvernement, absolument. Donc ouais, je pense qu'il y a eu vraiment un impact aussi de, de l'aspect, de la façon, de la gestion politique de la crise sanitaire, absolument. Ouais. Ok. T'es resté qu'un an finalement. Pourquoi ne pas avoir renouvelé ton contrat? Alors, je suis restée plus longtemps au Vietnam. J'ai lancé mon cabinet en libéral ensuite. Et pourquoi ne pas avoir continué avec la cellule d'écoute? Alors, c'était plus des difficultés de timing. J'avais un retour à faire en France pour des raisons de santé. Et le début du contrat reprenait courant août et je pouvais pas être disponible avant octobre. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas repris le poste sur la CDI. Mais du Ok, coup, je je suis comprends, retournée mais pardon. non, non, vas-y, vas-y. Du coup, je suis retournée à Ho Chi Minh je me suis lancée dans l'aventure libérale. C'est ce que j'allais dire. C'est une fin de contrat, mais pour une autre nouvelle expérience, bien que ça reste voilà dans le même pays, ce que je trouve ça vraiment super intéressant. En libéral, il y a plein de questions qu'on se pose. Hein, c'est des questions que je vois régulièrement sur les réseaux. Avec quelle patientèle tu travaillais? Est-ce que c'était en anglais, en français? Est-ce que c'est difficile de se faire connaître? Est-ce que tu avais un cabinet? Puis est-ce que tu as dû louer des bureaux? Et comment ça se passe dans un pays comme le Vietnam? Bon, je te laisse me partager ton expérience là-dessus, mais c'est super intéressant. En effet, l'expérience libérale, c'est probablement celle qui est la plus chaotique de toutes mes expériences professionnelles, mais aussi du coup la plus formatrice en termes, pas en termes cliniques, mais tous les à côté finalement, dont on se rend vraiment pas compte quand on est dans un poste et que c'est simple, on signe un contrat et c'est tout. Et je suis encore dedans finalement parce que j'ai lancé mon activité j'ai commencé, je pense, à avoir mes premiers patients en novembre. Donc, tu vois, ça fait 7-8 mois. Donc, c'est encore assez tôt. Et en plus, je me suis délocalisée. C'est-à-dire que j'ai commencé à Ho Chi Minh et puis j'ai décidé de me rapprocher un petit peu de la France en repassant par l'océan Indien entre-temps. Donc là, j'essaye de développer plutôt l'activité libérale, mais à distance, en visio, pour moi pouvoir être assez mobile et pour pouvoir aussi accompagner, du coup, toujours des gens qui seraient intéressés par l'accompagnement en psychologie interculturelle et où qu'ils soient, et pour pouvoir aussi proposer une certaine flexibilité. Donc ça, c'est pour moi aujourd'hui. Mais le libéral au Vietnam, quand je me suis lancée, euh, alors j'avais déjà un petit réseau en ayant travaillé là-bas un an et en ayant rencontré pas mal de familles, de collègues, en ayant fait du réseau avec les structures locales, etc. Donc ça s'est fait assez bien. Je louais, j'avais pas de revenus assez stable pour pouvoir me permettre de louer un bureau tous les mois ou quelque chose comme ça. Donc ce que je faisais, c'est que je louais à l'heure dans une petite salle privative dans un espace de coworking euh, où ils étaient enfin très flexibles aussi sur les horaires. Ça pouvait être le soir, ça pouvait être le week-end. Il y avait toujours un garde à la porte. Donc même si l'espace de coworking n'était pas ouvert, moi j'avais la possibilité d'avoir accès à la salle.
Donc ça se faisait plutôt bien parce que du coup, pas de pression financière à se dire j'ai mon loyer qui tombe et j'ai pas assez de patients pour pouvoir le payer. En termes de marketing, communication, ça, j'ai toujours pas réussi à figure it out. Si c'était la traduction en français. Ouais, exact. Mais t'as pas réussi à trouver un petit peu quelque chose qui fonctionne pour toi à ce niveau-là? Voilà, c'est ça. Je suis encore en train un petit peu de tâtonner. J'essaye de poster sur les réseaux régulièrement, etc. En fait, là, c'est vraiment les questionnements dans lesquels je suis en ce moment. Je commence à me rendre compte que pour réussir à créer une communauté sur les réseaux, il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de poster. Et moi, il se trouve que mes posts, ils sont en général réfléchis. Et j'essaye de faire vraiment des choses en introspection et qui prennent du temps à réfléchir. Donc, je ne peux pas poster 4-5 fois par semaine. Et donc là, je me retrouve un petit peu à la croisée des chemins de bon, comment est-ce que j'oriente un peu mon marketing? Est-ce que je me posais même la question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de prendre quelqu'un à ma place? Parce que c'est une facette que je me suis amusée à développer au début, mais là, ça commence à devenir un petit peu un poids et je me rends compte que voilà, c'est pas forcément ce que je préfère dans la pratique libérale. Et après, le bouche à oreille fonctionne bien. Et je sais que pour l'instant, je suis trop mobile pour que ça porte ses fruits. Parce que le bouche à oreille marche quand on s'inscrit dans un tissu local et que bah, pour l'instant, j'ai encore un petit peu la bougeotte avant de trouver l'endroit qui sera potentiellement le bon endroit pour rester sur du plus long terme. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui et mes questionnements ouais, et mes Je difficultés. comprends. Puis au Vietnam, donc la clientèle avec laquelle tu travaillais, c'était des expatriés majoritairement? Oui, oui, c'était majoritairement des expatriés parce que bah, je ne parlais pas vietnamien, ou vraiment pas suffisamment pour pouvoir faire de la thérapie en vietnamien. Donc, bah, fallait que ce soit en français ou en anglais. Et là, pour le coup, bah, quand on est en individuel, dans un cadre libéral, faut que ce soit dans une de ces deux langues. Donc, en effet, c'était la communauté expat. Ok. J'ai eu quelques patients vietnamiens, mais qui étaient sortis du Vietnam pour les études et qui donc parlaient anglais couramment. Mais c'était vraiment pas la majorité. Ok, je comprends. Puis pourquoi avoir justement décidé de quitter le Vietnam? À chaque fois, je pose cette question parce que je trouve que c'est vraiment une question significative. Qu'est-ce qui fait que voilà, t'as voulu, malgré le fait que tu as installé ton activité en libéral, tu as débuté au Vietnam, tu as voulu bouger ailleurs? Alors, plusieurs raisons. Là, je sens que j'arrive un peu à une phase de ma vie où j'ai fait beaucoup d'expatriation, j'ai vu beaucoup d'endroits et je suis plus à la recherche du havre dans lequel j'ai envie de me poser et de potentiellement construire, enfin avoir mon cabinet physique, etc. Et je savais que le Vietnam, ce serait pas l'endroit pour. En particulier Ho Chi Minh, où j'étais basée, qui est quand même c'est une énorme ville avec 10 millions d'habitants. C'est, enfin, je sais même pas comment décrire ça. Je pense que tant qu'on n'a pas vécu et qu'on n'a pas mis les pieds dans une ville comme ça, on peut pas se le représenter. C'est des millions, des milliers, des millions, je sais même pas, de scooters tous les jours, du bruit tout le temps, de la pollution, d'intimité. Voilà, il y avait un aspect grand hub, grande mégalopole qui était fun pour un temps, mais au bout d'une certaine période, je sentais que c'était pesant, moi, sur mon équilibre et sur ce dont j'avais besoin, sur le lien à la nature, sur pouvoir faire des balades en forêt ou pouvoir aller nager avec les poissons comme je le faisais à Mayotte. Je me retrouvais pas dans moi, mon équilibre interne à Ho Chi Minh. Et le Vietnam est un très beau pays et j'ai pris beaucoup de plaisir à le visiter. Je sais pas, il y a des endroits comme ça où on sait que c'est pas l'endroit où on a envie de poser C'est nos pas valises ouais. pour toujours. Et donc après, t'es retourné suite au Vietnam, t'es retourné à Mayotte? Oui, alors j'ai fait une mission humanitaire, mais très court terme à Mayotte. Euh, Mayotte a traversé une grosse crise en début d'année où il y a eu deux cyclones qui ont frappé l'île coup sur coup. Euh, et, dont le cyclone Chido qui a été le plus destructeur depuis, je crois, 90 ans, quelque chose comme ça. Donc ça a été vraiment compliqué pour l'île. Et donc j'ai senti le besoin de retourner à Mayotte, d'aller aider.
Donc, j'ai été faire une mission là-bas de 2 mois, qui a été finalement ma transition fin de Vietnam. Euh, et donc ensuite de Mayotte, me voilà à l'île Maurice pour aussi quelques mois, euh, dans l'idée un petit peu de prospecter, de voir comment se passe la vie sur place, de voir s'il y a des possibilités de s'installer ici en tant que psychologue et sous quelles conditions. Voilà. Et un retour en France pour les vacances pour le moment prévu cet été. Ok, ok, super intéressant. Puis donc là, tu continues en visio. Est-ce que la patientèle que tu as en visio, c'est plus des Français expatriés quand même? Comment ils trouvent finalement? Donc tu parlais du marketing, les enjeux que tu voyais. Tu arrives quand même à avoir des clients de par ta présence en ligne? Euh, alors les clients que j'ai, c'est des clients de par mon réseau au Vietnam, finalement. Ok. C'est que des clients qui sont des patients qui sont basés au Vietnam. Euh, donc non, je pense que ma présence en ligne est pas encore assez, soit pas assez cadrée, centrée, ou soit pas assez visible, je sais pas. Et aussi probablement le comment dire, le frein de la visio, c'est que bah, enfin moi la première, s'il y a des psychologues autour de moi, je vais probablement essayer d'aller voir quelqu'un en face à face plutôt que de se parler à travers un écran. Donc donc c'est vrai que je pense que c'est aussi un frein. Donc ouais, non, pour l'instant je m'appuie sur mon réseau vietnamien. Ok, je comprends. C'est pas toujours facile, hein, surtout quand tu es mobile, comme tu l'as bien dit. Je pense que peut-être ça rajoute des freins supplémentaires là, sur ta visibilité, sur ton positionnement. Mhm. Euh, Puis j'avais une question pour toi. Euh, ouais, non, je me souviens plus. Bon, peut-être ça me reviendra. En tout cas, ah oui, c'est ça, ça y est, c'est bon. Euh, Par curiosité, quel est le tarif d'une consultation en psychologie au Vietnam? Alors les tarifs sont variés en fonction des spécialités, en fonction de la nationalité du praticien, etc. Moi, je pratique des tarifs à 60 € de l'heure. En fonction de la nationalité du praticien, pour quelles raisons Euh, alors, je sais que les praticiens vietnamiens se positionnent un peu en dessous. Le diplôme n'est pas exactement le même. Ils sont en train d'étalonner un petit peu. Là, il y a une volonté de faire valoir un peu plus la psychologie, mais jusqu'ici, c'était pas si développé que ça, et donc les diplômes sont pas les mêmes. Ce qui fait que du coup, souvent les psychologues étrangers sont un peu plus prisés que les psychologues locaux. Et il y en a très peu de toute façon des psychologues locaux. Il y a quelques psychologues pionniers et pionnières, mais très peu. est-ce que, je sais pas, tu pourrais nous dire un petit peu c'est quoi l'équivalent des études nécessaires pour un Vietnamien pour devenir psychologue? Je sais pas, c'est peut-être une question un peu trop difficile là, du fait qu'il y ait trop de différences. Mais c'est plus dans en termes de nombre d'années ou de formation précisément, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas m'avancer. Mais je sais que des facs de psycho, il y en a vraiment pas beaucoup, et que on est plus, enfin, comment dire, euh, les standards sont pas les mêmes finalement. Et donc ça, c'est reconnu par la population locale, et qui parfois viennent rechercher des standards plus européens. Est-ce que tu pourrais nous donner un critère ou deux qui fait qu'il y a une différence de standard selon toi, ce que tu as pu observer? Euh, Moi, j'ai une expérience assez marquante, qui tient plus en la posture du psychologue, la posture professionnelle. Euh, En France, on a beaucoup de cours d'éthique et de déontologie sur le positionnement du psychologue et les choses à respecter. Et je sais qu'au Vietnam, je me suis retrouvée dans des situations où il y a eu, en l'occurrence, un diagnostic de TSA qui a été posé. 3 minutes d'observation dans le bureau du psychologue. Le psychologue qui dit aux parents, votre fils est autiste. Voilà, la consultation, c'est tant de millions de dong. Aucune psychopédagogie, aucune explication, il y a un suivi derrière sur, bah, ok, il y a ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Et donc, les parents sont ensuite revenus vers moi, qui était du coup psychologue à l'école de leur enfant, en me disant, enfin, complètement perdu, complètement.
chamboulée par cette nouvelle, en ne comprenant pas ce que ça impliquait, en comprenant pas. Et du coup, à mon sens, bah ici, le rôle du psychologue, il a été qu'à moitié rempli finalement, parce que, ok, il y a eu le diagnostic, mais tout l'aspect accompagnement et soutien de la famille, et en fait, c'est ça qui fait que un handicap sera plus ou moins bien vécu et plus ou moins bien pris en charge, évidemment. Et donc cet aspect-là, à mon sens, c'était vraiment manquant. C'est juste un exemple de moi, ma propre pratique, mais c'est vrai que des exemples comme ça, j'en ai entendu plusieurs, et voilà. Ok, ok. Puis donc il n'y a pas d'ordre donc des psychologues au Vietnam, hein, c'est ce que je comprends. Ouais. Ok. Puis en Israël, est-ce que il y a un ordre professionnel? Je sais pas s'il y a un ordre de psychologue en Israël. Je sais pas. C'est une bonne question. Je me renseignerai. Ok. Peut-être que tu l'aurais su, hein, si t'as de par ton expérience. Probablement. Je pense que tu l'aurais su là si ça avait été le cas. Euh, Ok, c'est intéressant. Franchement, c'est super intéressant. En fait, ça me fascine comment il y a des disparités aussi importantes dans notre profession, dans les balises de la profession, en fonction des différents pays finalement. Donc, tu vois, moi, je suis au Québec, puis là, pour le coup, voilà, je pense que c'est l'extrême opposé du Vietnam, hein. Tout est très réglementé et ça a du positif. Mais c'est vrai que je me dis, waouh, il y a tellement de pays qui ont des positionnements différents, des lignes directrices différentes. Ouais, je trouve ça assez curieux. Mais en même temps, je C'est comprends. vrai. Pour le coup, c'est interculturel, j'imagine, hein, comme Mm. influence. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que la psychologie, ça reste une discipline assez nouvelle finalement. Déjà pour l'Europe, euh, et encore plus pour des cultures qui sont. Enfin, je me rappelle au Togo, par exemple, quand j'avais fait mon stage, j'étais au CHU, donc au centre universitaire, à l'hôpital universitaire, au service psychiatrie. Et c'était un service, c'est donc le seul service de psychologie et psychiatrie du pays, et qui avait été ouvert en 1991, je crois. Donc Waouh. c'était hier finalement. Ouais. Donc moi j'essaye de garder ça en tête, que finalement mon positionnement en tant que psychologue, il n'est pas mieux ou moins bien. Il est juste descendant d'une culture entre guillemets psychologique qui est un peu plus vieille, et donc qui a été peut-être un peu plus expérimentée. Mais à l'époque où la psychologie était récente en Europe, il y a eu des choses absolument horribles aussi qui ont été faites sous couvert de la recherche. Donc oui, voilà, c'est un chemin qui est disparate à travers le monde, c'est sûr, et ça, je trouve qu'il faut en être conscient. Mais ce que je trouve ça vraiment beau avec l'expatriation, c'est que tu te rends compte, en fait, de ces différences, peu importe dans quel sens, voilà, c'est plus ou moins réglementé que toi, ta propre expérience. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment en sortant de ton système à toi que tu peux réellement comprendre, en fait, comment cette pratique professionnelle peut extrêmement différer, en fait, de ce que tu as connu et de ce qu'on t'a appris. Exactement. Cool. Bon, bah, en tout cas, c'est super intéressant. Donc là, ce que je comprends, c'est que dans un moment de ta vie où tu es en train de réfléchir à la suite, t'aimes bien la liberté, la flexibilité que t'offre le libéral pour le moment. T'essaies de voir un petit peu comment augmenter un petit peu plus ton activité, puis tu te laisses des portes ouvertes, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis sur plein de projets en même temps, donc j'ai la thérapie en individuel. Je fais aussi beaucoup de conférences, conférences pour les entreprises autour de vraiment de la psychoéducation finalement, autour du bien-être et de la régulation émotionnelle, de choses assez basiques, mais dont on entend de plus en plus parler, mais toujours pas assez. Et puis je suis aussi dans l'écriture d'un livre là depuis le début de l'année. J'ai commencé début 2025. Un livre qui, dans l'idée aussi de venir formaliser un petit peu tout ça, toutes ces expériences et toutes ces influences finalement, de pouvoir en faire quelque chose, et aussi me centrer sur le lien à la nature. Je disais que j'ai quitté Ho Chi Minh parce que j'avais beaucoup de mal à, à vivre dans une ville aussi bougeante, finalement aussi vibrante. Et je me suis rendu compte que le lien à la nature, en tout cas pour moi, était hyper important dans l'équilibre psychique. Et je me suis rendu compte que c'était pas que pour moi. Et donc j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Donc voilà, je suis aussi sur ce projet-là qui est un gros morceau, mais qui fait un petit peu, disons, le fil rouge dans euh, mon année où je suis un petit peu éparpillée partout dans le monde. Waouh, génial, félicitations, c'est un super beau projet. Merci.
Est-ce que tu as une idée de quand est-ce que ce livre va sortir? J'espère à la fin de l'année. Là, je suis en train de préparer les dossiers pour envoyer aux éditeurs, etc. L'écriture est pas finie, mais en fait, j'apprends sur le tas, j'apprends tout sur le tas finalement. Et donc, en commençant à écrire, je me disais qu'il fallait absolument que le bouquin soit fini, parfait, avant de l'envoyer à un potentiel éditeur. Et finalement, on envoie un dossier avec quelques extraits de chapitres, enfin voilà, des choses qui sont déjà écrites, mais pas nécessairement le livre écrit au complet. Donc voilà, là, je suis dans ces démarches-là. Et puis, bah, je profite de l'environnement mauricien pour vraiment pouvoir écrire comme ça en nature et m'inspirer un petit peu de ce que la nature nous offre. C'est top. Bah écoute, je te souhaite vraiment une belle continuation et plein de succès dans tous ces beaux projets. Merci pour le partage de ton expérience. Je suis sûre que ça va pouvoir en aider plus d'un. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. Merci de m'avoir invité pour ce podcast. Avec très grand plaisir. Pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site web, le lien est en barre d'infos. Tu y retrouveras de nombreuses offres d'emploi pour les professions médicales, paramédicales, spécifiquement dédiées aux personnes expatriées. Tu retrouveras de nombreuses informations sur l'équivalence de diplôme, l'immigration, etc. Et tu retrouveras des offres exclusives de nos entreprises partenaires qui t'aident dans ton expatriation. Moi, c'est Amélie, je suis également expatriée, professionnelle de santé et j'aide les personnes comme toi dans ce processus de déménager notre vie professionnelle à l'étranger. N'hésite pas à me contacter via notre site web ou simplement en laissant un commentaire sous cet épisode si tu veux toi aussi être accompagné dans ce projet.